après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec Insit. Bonjour, alors je m'appelle Pauline Planck, j'habite dans la vallée de la Drôme, près de Die. Et on m'a demandé de vous parler de la manière dont s'incarne la fraternité, et notamment autour de l'accueil des exilés dans notre vallée. On m'a demandé de me présenter rapidement avant. Donc moi j'ai fait des études de sciences politiques, je me suis très vite impliquée dans des projets d'économie sociale et solidaire, d'accompagnement de personnes au départ ayant statut de réfugiés. Et puis j'ai travaillé dans l'économie sociale à Paris, dans différentes structures. J'ai monté une structure d'insertion, un jardin d'insertion en maraîchage en Seine-et-Marne. Et puis j'ai décidé de partir plus à la campagne. Et puis j'ai déménagé dans la Drôme. Et puis j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une structure qu'on appelle un espace de vie sociale, qui est l'équivalent d'un mini-centre social sur un petit territoire, dans une vallée de 500 habitants. À Die, on a à peu près un peu moins de 5000 habitants à l'année. Et donc, l'endroit où je travaillais est une petite vallée proche de Die. Voilà. Et en arrivant dans la Drôme, j'ai vite rencontré un collectif de familles qui accueillait des personnes exilées qui arrivent sur le territoire et qui manquaient d'hébergement et d'accompagnement administratif. Donc à l'époque, ce collectif s'appelait Migrants 26. Peu de temps après que je sois arrivée, il a décidé de se constituer en association. Donc c'est une association qui s'appelle aujourd'hui La Parallèle. Et la raison pour laquelle notamment ce collectif s'est constitué en association, c'est qu'il a commencé à faire de nombreuses cantines populaires où la nourriture, en général des plats africains, était vendue à prix libre sur des marchés, des événements, qui permettaient d'alimenter des caisses de solidarité, qui permet toujours aujourd'hui d'alimenter des caisses de solidarité qui vont pour les personnes qui sont sans revenus et sans ressources sur le territoire. Je regarde un peu mes notes, on m'a posé des questions précises auxquelles j'essaye de répondre. Donc cette association, elle est constituée à la fois de personnes françaises ayant des papiers sur le territoire et de personnes exilées qui sont dans des procédures différentes. On a des personnes mineures qui sont accompagnées par l'aide sociale à l'enfance, qui sont parfois en formation. Il y a aussi des personnes qui sont en procédure de demande d'asile. Il y en a des personnes qui sont dans d'autres procédures de demande de titre de séjour. Parfois, on a aussi des personnes qui sont dans des situations administratives compliquées. On essaie d'accompagner au mieux. Mais le principe de cette association, c'est aussi qu'on est tous des individus qui avons des projets et qui se retrouvent autour d'une même cause militante, celle du droit au séjour dans les pays de son choix et d'avoir un accès au droit dans le pays en question. Et puis autour évidemment de l'activité principale qu'on exerce, c'est celle de la cuisine à travers des cantines. Donc on fait des cantines populaires tous les mardis et les samedis midi dans un local qu'on loue à Die. Et puis, lorsque la situation le permet, donc un peu moins depuis l'année dernière, on est sollicité sur beaucoup d'événements, de festivals, parfois d'événements privés pour faire la cuisine et voilà, et venir servir à manger. On fait aussi parfois la cuisine sur des marchés l'été notamment, puisque la Drôme étant un département assez touristique, on a beaucoup de marchés qui ont lieu que l'été ici. On m'a demandé comment s'incarnait la fraternité sur notre territoire. Donc ici on est dans la Drôme, on est sur le territoire du Diois, qui est un territoire assez particulier. On est en bas du Vercors, donc c'est un territoire qui historiquement est très militant sur beaucoup de
sujet, mais a aussi été oublié des services publics depuis assez longtemps, depuis des dizaines d'années. Donc on a une habitude je dirais presque de la débrouille et de la solidarité. Il y a beaucoup d'associations et de structures qui encouragent la solidarité. On est dans une région qui est avec un fort taux de précarité, hein, on le voit dans les chiffres, dans le nombre d'allocataires du RSA par exemple. On a une culture de l'alternatif, on est dans une vallée qu'on appelle la bio-vallée, on est notamment en moyenne montagne, donc on a une agriculture qui est peu intensive, beaucoup d'élevage. Et pour vous illustrer par exemple l'idée de débrouille et de solidarité, c'est la région de France que je connais où le stop marche le mieux. Pour certaines personnes, ça reste un mode de transport quasiment quotidien, parce qu'on sait que ça fonctionne. On peut aussi dire que c'est une région qui, par son aspect militant et la solidarité qui existe, a un côté aussi peu institutionnel. Un exemple rigolo que je peux vous donner, qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, c'est qu'il y a eu récemment plusieurs installations de radars de contrôle de vitesse dans la région, et il y en a 2 sur 3 qui n'existent déjà plus, qui ont été détruits. La fraternité, elle se voit parce qu'on n'a personne dans la rue, on ne voit personne dans la rue. Les personnes qui arrivent ici, qui sont en situation précaire, sont en général hébergées par des habitants. Et nous, c'est comme ça que ça fonctionne à la parallèle. Les personnes qu'on accueille, elles sont presque toujours hébergées chez des habitants ou dans des colocations mixtes entre personnes françaises et personnes exilées. Les jeunes qui arrivent, qui sont en formation, qui ont un apprentissage ou des revenus, certains prennent des appartements et c'est indépendantisme, mais voilà, le principe au départ, c'est un hébergement plutôt chez l'habitant qui se fait de manière assez informelle, mais qui fonctionne plutôt bien. On est aussi sur un territoire qui est relativement petit, donc les gens se connaissent très bien. Donc les informations circulent vite, donc quand quelqu'un a besoin d'aide ou quand on a besoin d'un hébergement, on trouve assez facilement. En général, l'information passe par SMS, parfois par mail. Aujourd'hui, on arrive toujours à trouver une solution, pas toujours la plus pérenne, mais en tout cas, ça fonctionne. Pour répondre à la dernière question qui m'avait été posée sur la coopération entre les différents organismes autour de l'accueil des exilés sur le territoire, on a affaire à des associations qui sont très militantes. La Parallèle et Voix Libre, qui est une association qui est plutôt dans la région de Cré, se connaissent très bien, on peut parfois faire des choses ensemble. On a également une autre association plus proche de la frontière de Briançon qui vient en aide aux personnes en détresse dans la montagne, qui s'appelle Tous Migrants. Mais on a aussi 2 associations sur le territoire qui ont un aspect plus institutionnel et avec lesquelles il n'y a pas toujours les mêmes discours politiques et pas toujours de coopération ou d'organisation ensemble. Ça, c'est un fait. La CIMAD est assez présente. Donc, la CIMAD, c'est une association nationale qui accompagne les personnes étrangères sur leur accès aux droits en France. Donc, on travaille assez bien avec la CIMAD. Moi, je suis aussi bénévole de la CIMAD et ça me permet notamment d'avoir accès à des documents et des informations juridiques pour les personnes qu'on accompagne. Et pour terminer, comment est-ce qu'on peut nous soutenir ? On a une page LOASO sur laquelle vous pouvez proposer des dons mensuels ou ponctuels. Ça, c'est la manière de nous soutenir la plus facile quand on est loin de la Drôme. Et si vous venez dans la Drôme, si vous venez à Die ou autour et que vous avez envie de venir cuisiner ou manger avec nous un mardi ou un samedi midi, vous êtes bienvenus au local Adamaya, rue des 4 Cantons à Die. Voilà, merci Insight pour nous avoir donné la parole. À
Après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec Insit. Je reprends mes petites questions. Du coup, Emma, on avait prévu de terminer le café de campagne avec une petite rubrique spéciale coup de pouce parce que tu portes un projet qui est en cours de montage mais qui n'existe pas encore, qui s'appelle Migrambus. Et du coup, ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce projet? Oui, alors je m'appelle Emma, moi j'ai 23 ans, donc je fais partie de la tranche d'âge optimiste. Je suis designer, je vais faire bientôt un master en design social, design de service. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup l'association que j'ai cofondée avec Ludovic Moger l'année dernière, qui s'appelle Migrambus Talents Itinérants. Et du coup, c'est une association que l'on a fondée en décembre dernier et qui vise à constituer en fait une équipe de personnes réfugiées sur le territoire français et d'arpenter en fait les villages français, d'aller directement à la rencontre des populations pour créer du lien social et des rencontres enrichissantes pour un peu déconstruire tout ce qui est préjugé autour du statut de réfugié. Et donc, ça se présente sous la forme d'un local itinérant qui irait se poster dans des villages pendant une semaine. Et on organiserait du coup sur place des ateliers, des services gratuits pour les habitants, des événements culturels pour vraiment provoquer du coup la rencontre entre des populations qui ne se seraient pas forcément rencontrées auparavant. On aurait aussi recours à l'hébergement citoyen pour vraiment créer du lien du coup, entre les personnes de notre équipe et les habitants sur place. Et du coup, on aimerait pouvoir partir dans plusieurs villages tout au long de l'année. Donc, notre première expédition partirait fin août. Et du coup, on a déjà 2-3 villages qui sont partants pour cette expédition. Et donc, on aimerait faire notre première expérimentation de ce projet-là cette année. Et puis après, reprendre pour les années suivantes, les mois à suivre, sous d'autres formes, pouvoir développer le projet et multiplier les petits locaux itinérants qui pourraient arpenter différentes régions de la France pour vraiment étendre le projet et avoir un plus grand impact sur les populations locales. Voilà. Merci. Du coup, tu me disais en préparant que tu avais eu cette idée en te rendant à Lesbos, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment t'es venue cette idée et tout Ouais, ça? alors carrément. L'idée, elle est à l'origine de Ludovic, mon partenaire. Et donc, Ludovic et moi, on est partis tous les deux à Lesbos. Donc, c'est une île grecque qui est bien connue pour, du coup, accueillir un grand nombre de réfugiés. Donc, Ludovic et moi, en fait, on ne savait pas à ce moment-là quand on s'est rencontrés sur Paris, mais on a tous les deux fait du volontariat, en fait, dans un centre communautaire qui accueille des personnes réfugiées qui étaient, du coup, hébergés dans les camps actuels sur l'île de Lesbos. Et donc, ce centre communautaire visait à donc procurer donc, des soins des besoins en fait, primaires. Donc, on distribuait de la nourriture. On avait aussi une clinique pour tous les problèmes médicaux. Mais c'était aussi un endroit où du coup les gens pouvaient se rencontrer et vraiment partager des moments un peu comme dans une bulle un peu positive où ils pouvaient un peu échapper à l'horreur que constituent les camps. Donc il y avait un café associatif, il y avait des cours de poterie, des cours de jardinage, il y avait un playground pour les enfants, il y avait des ateliers artistiques. Donc il y avait vraiment plein de choses qui étaient mises en place pour justement créer du lien et un peu sortir ces personnes-là de leur quotidien. Et donc, à notre retour en France avec Ludovic, on s'est rencontrés dans des associations qui, aujourd'hui, pallient au manque en fait, du gouvernement au niveau des besoins les besoins primordiaux. Donc, on était bénévoles tous les deux chez Utopia 56, si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler. Mais du coup, on s'occupe de la mise à l'abri des personnes réfugiées sur Paris. Et partout en France, il y a différentes antennes. Du coup, nous, on était sur Paris et on s'est rendu compte à ce moment-là que en fait, la fin de leur périple, quand ils arrivent dans leur pays objectif, on va dire,
c'était pas forcément de leurs problèmes, de leurs épreuves, puisque maintenant, il fallait qu'ils arrivent à s'intégrer du coup dans la société dans laquelle ils souhaitaient. Et on s'est rendu compte très vite que rien n'était fait pour les intégrer à grande échelle et que rien n'était fait surtout pour les populations françaises, pour les préparer à l'accueil de ces populations. Et du coup, c'est en partant de ce constat-là qu'on a voulu créer ce projet-là, puisqu'on voulait un peu sortir de cette espèce de réponse d'urgence dans les associations pour lesquelles on faisait du bénévolat jusqu'à maintenant, où on faisait vraiment de la sensibilisation sur les conditions dans les camps, on faisait des distributions alimentaires, des mises à l'abri, tout ça, mais ce n'est pas des solutions de long terme. Et ça ne traite pas le problème de fond qui est, comme disait Thibaut, du coup, cette peur en fait, de l'étranger et de cette espèce en fait, de l'occupation médiatique qui est assez péjorative envers ces populations, qui font que ça nous fait nous retrouver dans nos retranchements de la peur de l'inconnu et de l'étranger. Donc, c'est avec ce projet-là qu'on souhaite vraiment déconstruire cette image qui est véhiculée par les médias et vraiment créer un terrain neutre pour pouvoir créer la rencontre entre ces populations-là. Et si on pouvait multiplier ce projet à l'infini, pouvoir arpenter toutes les régions de France pour donner plus d'impact à ces projets. Merci. Pour terminer, ma troisième question, c'était comment est-ce qu'on peut vous aider à vous lancer dans ce projet-là? Je crois avoir une petite idée, mais je te laisse en parler. Alors, il y a plusieurs façons de nous aider. Déjà financièrement, bien évidemment. On a commencé notre campagne de crowdfunding il y a un mois. Il nous reste encore une semaine pour atteindre le premier objectif, pour faire notre première expédition cet été. Et on a pour l'instant atteint les 75%, qui est super encourageant. Mais on a encore un petit bout de chemin à faire pour cette dernière semaine. Du coup, c'est là où on aura besoin d'énormément de visibilité, d'énormément de contributions, 75 ans, c'est déjà fait. Donc, il reste 25% de la quête à atteindre et c'est encore réalisable en une semaine. Du coup, on a besoin que les personnes qui sont intéressées, qui sont touchées par cette problématique, le partagent autour d'eux. On a également besoin de vous sur les réseaux sociaux pour donner plus de visibilité, tout ce qui est algorithmique. Sur Facebook et sur Instagram, on a besoin de likes, de partages, de commentaires, de tout ce qui est possible et imaginable pour donner un max de visibilité et rendre la campagne de financement plus visible. J'avais noté quoi d'autre? J'avais noté, on fait pas mal de défis aussi, on en lance à nos communautés, de parler de ce projet à 2 personnes de leur entourage, 2 ou 3 personnes. Et du coup, si chaque personne arrivait à convaincre 3 personnes de son entourage à contribuer à la quête, en fait, on pourrait réussir à atteindre l'objectif à vitesse éclair. Donc, n'hésitez pas à en parler, c'est surtout ça qui est important, à en parler, à faire des contributions, même minimes. 5-10 euros, c'est quelque chose qui nous fait toujours avancer vers l'objectif final. Donc, c'est toujours très bienvenu. et voilà. On a aussi remporté le prix de la Fondation Cognac Jet. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes connaissent la Fondation Cognac Jet, mais ils soutiennent des projets qui sont du coup un peu à vertu solidaire pour les personnes issues de populations vulnérables. Et donc, on a reçu ce premier prix qui nous a déjà mis une première pierre à l'édifice, donc avec 5 000 euros et un accompagnement d'incubation avec des personnes qui nous aident à développer le projet. Donc, on a déjà vraiment tous les outils en main pour avoir bon espoir de lancer le projet cet été. Mais il nous reste juste ces 25 derniers pourcents à atteindre et voilà. Donc ça, on compte sur vous, on compte sur tout le monde de pouvoir partager autour de soi, contribuer à sa manière et voilà. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en fait, nous, on vous a découvert aux Fondations Cognac Jet. On avait été lauréat aussi cette année et j'avais croisé Ludovic là-bas. Ah, chouette. Ah oui, c'était ça le début de l'histoire. Est-ce que parmi nos participants, il y a des personnes qui ont des questions pour Emma, qui ont des réactions, des témoignages, qui veulent prendre la parole? N'hésitez pas à rebrancher votre micro. Quel suspense insoutenable. Ou alors... Oui, je voulais vous demander, Emma, bon, vous avez fait... il vous manque des villes, c'est ça, pour ces journées? Pour les villages, on a déjà
un village qui est sûr, qui s'est engagé. On a 2 pistes pour 2 villages qui étaient très motivés. C'est pas encore fait, donc peut-être qu'on aura besoin de backup. Notre première édition, en fait, on a décidé de partir sur 3 semaines, donc de partir sur 3 villages pour vraiment avoir la première expérience et pouvoir avoir un enrichissement, en fait, savoir comment on peut adapter notre événement, notre venue dans les villages pour les prochaines expéditions. Donc, on s'est dit qu'on allait d'abord partir sur une plus courte durée pour voir comment on peut l'améliorer, pour le rendre plus long sur les années qui vont suivre, qui vont venir. Donc, pour l'instant, on a déjà une idée de nos 3 villages pour cette année. Après, je suis toujours preneuse pour les années qui vont suivre parce qu'on va pouvoir planifier à l'avance également pour pouvoir avoir plus d'organisation sur place. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez soumettre votre ville ou village, il n'y a pas de souci, nous, on est toujours preneurs. Frédéric qui a levé la main. Oui, bonjour tout le monde. Deux questions, Emma, sur 2 questions, 2 décisions. Est-ce que tu as le nom des villes déjà qui sont prédestinées ou présélectionnées ou tu ne veux pas le dire? Et deuxième question, combien représentent les 25%? Ok. Alors, la première ville qui a accepté s'appelle Cerny, c'est dans le sud de l'Essonne. Notre autre ville qui est presque partante, mais on n'est pas encore sûr, c'est Germont, dans le 79. Et la troisième ville, c'est Ludovic qui a l'adresse et qui vient juste de la contacter. Donc, j'avoue que je n'ai pas encore les informations sur celle-ci, mais elle était plutôt partante. Ce n'est pas un secret défense. En tout cas, il n'y a pas de souci pour demander. Et les 25 derniers pourcents, ça représente 3 000 € sur une cagnotte qui, en tout, fait 12 000 €. Et cet argent, en fait, il va nous servir du coup, à créer notre local itinérant qui va prendre la forme d'une tiny house qui va être tracté par un van 9 places, du coup, pour véhiculer toute notre équipe. Et ça va, du coup, prendre en charge tout ce qui va être équipement, donc équipement pour donner les services que l'on va rendre aux personnes du village. Parce que du coup, les services qu'on va rendre, je n'ai pas spécifié tout à l'heure quand je présentais l'association, c'est qu'en fait, chaque personne qui va constituer notre équipe va avoir une compétence professionnelle à mettre à partie pour notre association. Et donc, on va essayer de mettre en place dans chaque village des ateliers qui ont un rapport avec leur talent, leur profession de base. Et donc, on a besoin d'équipements pour, par exemple, si on a un coiffeur barbier, avoir de quoi faire des soins pour les cheveux et pour les barbes, et pour, etc., etc. Du coup, tout cet équipement qui va être en rapport avec les services, on a aussi besoin de ce financement-là. Et puis après, c'est tout ce qui va être consommable, donc l'essence pour se rendre d'un village à l'autre, etc., qui vont être nécessaires. Et du coup, là, notre première expédition devrait être possible avec ces 12 000 € Et on espère ne pas en avoir encore un peu sous la manche pour pouvoir relancer le projet le plus rapidement possible. D'accord, merci. Donc, petite précision aussi, le document qu'on a reçu nous, à la Fondation Massif faisait état d'un circuit nord-ouest, Bretagne, Normandie. Il existe toujours ce projet ou il est… Ouais. Non, carrément. En fait, notre première expédition, on a prévu de partir à Cerny, à Germont, qui sont 2 pays. Enfin, Germont, c'est vraiment très à l'ouest, donc plutôt sud de Loire-Atlantique. Et du coup, le troisième est plutôt vers Musillac, il me semble, donc plutôt vers au-dessus de Nantes. Donc ça, ce seraient les 3 premières destinations, donc dans nos premiers villages en tête. Après, on avait plusieurs villages qui sont plus ou moins chauds pour cette année, donc peut-être qui feront partie de notre itinéraire plutôt dans les années suivantes. Donc, on garde toujours ces villages sous la main, en tout cas. Et effectivement, la région nord-ouest reste notre première expédition, en tout cas en temps de destination. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que d'autres personnes veulent partager, témoigner de projets sur leur territoire vu qu'on a un petit peu de temps devant nous? J'ai eu des nouvelles de Pauline qui désespérément n'arrive pas à se connecter, mais qui m'a dit qu'elle ferait une petite vidéo et qu'on pourra l'intégrer dans le replay qu'on mettra sur YouTube. Donc, on ne pourra pas lui poser de questions en direct, mais vous pourrez quand même avoir son témoignage la semaine prochaine, je pense.
Mais du coup, la parole est ouverte s'il y a d'autres personnes qui veulent partager quelque chose ou poser une question. Et sinon, on terminera juste un peu plus tôt. Moi, je viens de poser une petite question sur. Du coup, je trouve que c'est un super projet. Et vous envisagez de partir avec combien de personnes sur vos villages? Alors, sur les villages, on espère pouvoir partir avec une équipe constituée entre 4 et 6 personnes. Plus, du coup, les personnes de l'organisation, donc Ludovic Heider, qui fait partie de notre équipe également au niveau du recrutement, et moi-même. Ok, merci. Avec plaisir. Pas d'autres retours? S'il n'y a pas d'autres retours, Thibaut, je te rends la parole. Non, mais Sinon, d'abord, bravo pour ce projet parce que c'est porteur d'espoir. Je pense qu'on aura de quoi renforcer le lien avec InSite pour d'abord essayer d'accueillir sur un certain nombre de villages sur lesquels nous sommes et de voir comment est-ce que ça peut faire, ça peut faire du lien. Donc voilà, il y a des externalités très fortes à développer entre Migrants Bus et nous. Donc avec grand plaisir de développer ça, mais comme avec beaucoup de projets qui sont passés depuis un an dans nos cafés confinés au début et cafés de campagne, il y a beaucoup d'externalités qui se mettent en place et c'est, ma foi, extrêmement important. Et c'est tout l'enjeu un peu de ces cafés de campagne, c'est de faire connaître des initiatives porteuses de sens, de faire connaître des maires ruraux qui mènent des projets intéressants, et puis surtout de casser l'atomisation des territoires ruraux. C'est-à-dire, on voit bien combien c'est difficile déjà de mener des projets localement, que les gens ils montent, je le vois sur mon canton très fortement en ce moment. Il y a des initiatives extrêmement innovantes, intéressantes, mais avec des gens souvent très modestes, très, très, très humbles, et donc les projets sont peu connus ou mal connus, méconnus. Et donc de connecter ça, de renforcer des liens qui sont souvent très faibles, et bien, ça permet de développer des projets et de répliquer des projets intéressants. Donc voilà, donc bravo, et puis on va forcément se revoir, et puis bon voyage, parce que c'est important. Et puis bon, cette somme-là, je pense qu'on devrait arriver à se combler rapidement pour vous permettre de partir dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Désolé pour ce petit temps manquant, mais ça, c'est les aléas du direct, j'aurais tendance à dire. Donc, ça va nous permettre de finir un petit peu plus tôt. Et puis, pour vous donner rendez-vous pour le prochain café de campagne, le 22 juin. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le noter. Et le 22 juin, nous ferons un retour d'expérience sur des volontaires d'InSite qui mènent des actions. Voilà, donc ça sera un numéro, je pense, tout à fait intéressant avant de basculer dans l'été. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'on réorganise peut-être un café de campagne un peu festif, peut-être, Elsa, au mois de juillet, comme on l'avait fait l'année dernière. Est-ce qu'on aura Gizmo de nos amis on ne sait pas encore. L'hymne de nos campagnes, peut-être qu'on le rechantera encore, on verra. Mais nos amis de Trio, ceux qui ne connaissent pas le chanteur Gizmo, qui était un groupe Trio qui est partenaire et qui est parrain d'InSite. Donc voilà, on va voir un peu en tous les cas ce qu'on organise au mois de juillet pour se souhaiter de bonnes vacances au bord de l'eau ou en montagne, ici ou ailleurs, et en sécurité, avec beaucoup de convivialité. En tous les cas, merci beaucoup pour votre présence sur ce 8e café de campagne. Et puis, Adi Schatzpla, comme on dit chez moi. Et on se retrouve le 22.